tous et bienvenue à ce débat de la Fête de l'Humanité. Merci à tous d'être présents et merci à ceux qui nous regardent en direct sur le site de la Fête. Ils ont été érigés en héros pendant le confinement. Emmanuel Macron les a également salués comme ce peuple de travailleurs de France qui se bat et qui permet au pays de vivre. Caissiers, éboueurs, livreurs, postiers, aides à domicile, agents de nettoyage. Si le confinement a mis en lumière une chose, c'est qu'ils sont plus qu'indispensables pour notre société et qu'ils sont pourtant généralement dans l'ombre. Alors, le risque sanitaire est toujours bien présent aujourd'hui et les promesses qui leur ont été faites pendant le confinement sont restées pour l'instant lettres mortes, augmentation de salaires qui ne sont pas venues, des primes très inégales. Pire, la période a même ouvert la porte à une dérégulation du droit du travail qui a permis des conditions encore plus néfastes pour ces travailleurs de l'ombre. Alors, entre manque de reconnaissance, salaire plus que modeste et prime au lance-pierre, comment faire pour revaloriser enfin le travail de ces premiers de corvée et faire en sorte qu'ils ne soient plus considérés comme des derniers de cordée? Donc pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Malika Bellarbi. Vous êtes aide-soignante en EHPAD public à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine et vous êtes aussi responsable du Comité national de la CGT pour l'accueil des personnes âgées. Nasser Mansouri, vous êtes économiste et vous étiez responsable du pôle économie de la CGT et ainsi que auteur du livre Développer les services publics, un débat d'avant-garde que vous pouvez tous trouver au village du livre à l'étage inférieur. Et Stéphane Peu, vous êtes député communiste de la Seine-Saint-Denis. Bonjour à tous et merci d'être venus. Alors pour commencer, Malika Bellarbi, vous avez donc continué à travailler pendant le confinement en tant qu'aide-soignante. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé? Quelles étaient vos conditions de travail? Est-ce que vous avez bien été protégée? Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça un petit peu? Donc, bonjour. Au début de confinement, en courant mars, effectivement, j'ai été aussi sur le terrain en qualité d'aide-soignante dans un EHPAD à Boulogne-Billancourt. En parlant de mes conditions de travail, ça a été assez difficile parce que bien avant la crise sanitaire, nombreuses, surtout nombreuses, parce que 80% sont des femmes dans ce secteur-là, on travaille dans des conditions qui sont très difficiles, un sous-effectif, un manque de présence de management, pas de médecins, peu de médecins coordinateurs qui ne sont pas dans une démarche de prescription médicale, ce qui met à mal ce secteur. Et aussi peu d'infirmières, des aides-soignantes qui sont soumises à faire des soins qui relèvent des voies des actes infirmiers où on n'a pas la compétence et la formation pour le faire. Mais alors, cette crise sanitaire, quand elle est arrivée, moi j'ai été quand même avec plusieurs soignantes, on était tous dans l'angoisse parce qu'on n'avait pas du tout les moyens matériels et les moyens humains pour faire face à ce virus qu'on ne connaissait pas parce qu'on l'appelait virus dévastateur. Aujourd'hui, on le connaît plus parce que bon, et encore, il circule toujours et il fait quand même assez de dégâts sur la population particulièrement, mais aussi particulièrement des personnes âgées. Donc ça a été très très difficile. Moi, je me souviens le premier jour que je me suis rendue, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas travaillé. J'avais ce mandat national que j'occupe qui me prend beaucoup de temps, mais j'ai été travailler parce que j'ai été assignée, mais aussi parce que j'avais besoin d'être sur le terrain, parce que je voyais ce désastre, que mes collègues étaient tous en difficulté, il faut absolument que j'aille sur le terrain. Donc le premier jour, j'ai été très surprise, je suis arrivée dans cet EHPAD, 40 résidents, je me suis retrouvée seule dans le service, personne. Il était 7h30 du matin, j'ai été... en fin de compte, je me disais, tous les témoignages de mes collègues qui me disaient de leurs conditions, je le vivais et c'était très difficile. Mais quand même, je me suis dit, il faut y aller. Donc, j'ai été sur le secteur, j'ai essayé de me débrouiller. Donc, après, il y a effectivement 2 aides-soignantes qui sont arrivées, mais à 9h. Donc, à 9h du matin, à partir de 9h du matin, on se retrouvait 3 pour 40 résidents. Ce qui était difficile parce qu'il fallait déjà assurer le quotidien des résidents, mais aussi ce virus, il fallait se protéger. Mais en plus, on n'avait pas les masques, parce que les masques, ils ont été vraiment distribués au compte-gouttes. Il y a eu une erreur au niveau du gouvernement qui disait on n'en avait pas besoin, juste un lavage hydroalcoolique des mains, ça suffisait. Mais pendant ce temps-là, nous, on était en danger et on mettait en danger nos résidents parce qu'on les
protégeait pas. Donc ça a bien fait aujourd'hui le résultat de nombreux décès et nombreux cas de Covid auprès de nos personnes âgées, mais aussi on a oublié aussi les salariés qui ont été touchés aussi par le Covid, aujourd'hui qui se retrouvent chez eux parce qu'ils ne sont pas remontés de ce virus, parce qu'il y a des séquelles derrière. On oublie aussi de parler des décès de nos collègues. Moi j'en ai eu des décès pas très loin, à 500 mètres de mon établissement, une ASH qui avait des problèmes de santé, qui a été au front et qui est morte du Covid. Donc tout ça, on a vraiment vécu un enfer. Et encore, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été dites, mais franchement, c'est pas exagéré. Moi, je l'ai vécu, j'ai vu ce qui se passait. C'était pas des témoignages. Moi, je l'ai vécu. J'ai vu la difficulté qu'on avait sur le terrain. Et le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui ne nous écoute pas. On fait semblant. Excusez-moi, je vais aller plus loin. Hier, je regardais sur un reportage sur France 2 l'image d'un EHPAD, mais hyper opérationnel. Franchement, c'était vraiment la belle vie. Mais sur la réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a peut-être quelques EHPAD où ça se passe bien, mais sur la réalité, 90% des EHPAD sur le territoire national ne vont pas du tout bien parce qu'on a des salariés qui ne sont pas déjà sous-payés, on a des salariés qui ne sont pas peu qualifiés parce qu'on ne leur donne pas le droit à la formation et ils le demandent. Et en plus, je ne vous dis pas, et les conditions de travail pour nous qui sont difficiles. Déjà, c'est une souffrance pour les salariés, mais c'est aussi une souffrance pour les résidents parce qu'on ne les soigne pas très bien. Nous, on a envie de les soigner comme il faut. Et cette situation, elle n'est pas tolérable et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse agir plus fort et qu'on puisse vraiment mener cette bataille et de gagner de gagner pour les personnes âgées, mais aussi pour les salariés. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez manqué de reconnaissance ou qu'on vous a méprisé? C'est quoi votre sentiment vis-à-vis de tout ce désastre, on peut dire? Bien, écoutez, oui. Pour moi, il manque de reconnaissance. Pourquoi? Parce que dans le secteur des EHPAD, il ne faut pas oublier qu'on a plus de 50% du personnel, et encore, je n'ai pas les statistiques, parce qu'on a toujours du mal à avoir des statistiques officielles de la part de la Haute Autorité de Santé, mais je peux vous dire qu'elles sont tous qualifiées comme auxiliaires de vie. Aujourd'hui, une auxiliaire de vie dans le secteur public, elle est payée comme agent d'entretien qualifié, donc elle est déjà sous-payée sur son salaire et elle fait un travail d'aide-soignant, mais en plus, avec cette prime qui est arrivée, qui a été très médiatisée pour aider soi-disant ce secteur et les salariés, donc beaucoup d'entre elles ne le touchent pas. Elles font la fonction d'aide-soignante, mais elles ne touchent pas cette prime de 100 €. Il y a une grande discrimination dans ce secteur. En plus de ça, elles sont là après la crise sanitaire. Je vous assure, on nous a abandonnés. Moi, je dis, pendant la crise sanitaire, on a été soutenus par la population, c'est vrai. Ça a été un grand soutien et ça nous a donné des forces, parce que moi, j'avais peur. Je vous dis franchement, quand j'allais travailler, je me suis dit, c'est pas que j'avais peur pour moi, mais j'avais peur pour aller à la maison parce que j'ai un mari qui est diabétique et j'ai un enfant qui est asthmatique. Donc, je prenais quand même des risques pour ma famille. Donc, c'était très angoissant. Moi, ce qui m'a donné la force, c'est la population qui nous a vraiment soutenus. Et ça a été une grande force. On a eu beaucoup de soutien, ça, je ne le cache pas. Mais on a eu quand même certaines directions, il ne faut pas quand même trop alarmer. Moi, dans mon établissement, on avait quand même notre direction qui était sur le terrain. Ils ont mis leur tenue, ils ont mis les masques, ils sont venus, nous ont soutenus. Ça, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, ce virus, on pensait qu'il allait partir parce qu'on nous a déconfinés, mais il est toujours là et on nous a un peu abandonnés. Et le problème, c'est que je me rends compte qu'en fin de compte, là, on est beaucoup réprimandés, on est en train de nous faire payer un peu nos postures professionnelles parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des soignants qui sont convoqués, qui sont suspendus parce que, je sais pas, on n'a plus besoin d'eux, la crise sanitaire pense qu'elle est partie et qu'il faut faire les règlements de compte. Et moi, je trouve que c'est très difficile à vivre. Alors, le plan de relance qui a été présenté le 3 septembre dernier comporte beaucoup de mesures en faveur des entreprises, donc parmi celles-ci des exonérations de cotisations sociales ou des baisses d'impôts de production. Nasser Mansouri, pour vraiment revaloriser le travail de ces salariés qui ont beaucoup donné pendant la crise sanitaire et à qui on avait fait des promesses, à quoi il aurait fallu qu'il ressemble ce plan de relance pour vraiment tenir les espoirs des salariés qui auraient voulu être un petit peu plus considérés?
D'abord, bonjour. Peut-être, avant de répondre concrètement à cette question, je pense, si vous me permettez, de prendre un peu de recul pour donner un peu plus de consistance, entre guillemets, économique au témoignage de Malika. Je pense que cette crise a mis en évidence plusieurs choses, mais pour aller très vite, premièrement, c'est que le libéralisme est néfaste pour les citoyens. Donc vraiment, il faut rompre avec le libéralisme. Et le libéralisme, c'est l'expression politique du capitalisme aujourd'hui. Donc il faut vraiment sortir du capitalisme. Je pense que ça, c'est un premier message extrêmement important de l'enseignement qu'il faut tirer de cette crise. Et de ce point de vue, le plan de relance, c'est le contraire. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé du monde d'après, mais le plan de relance, c'est à la sauce du monde ancien, en quelque sorte. Je pense que vraiment, de ce point de vue, on peut y revenir. Donc, ce n'est pas la réponse appropriée à cette crise. Le deuxième élément, à mon avis, extrêmement important que cette crise met en évidence, c'est le nécessaire développement des services publics. C'est-à-dire qu'on voit à quel point il est primordial et vraiment fondamental et décisif pour notre société de développer les services publics pour répondre effectivement aux besoins qui s'expriment dans la société. Et le troisième élément, je pense extrêmement important, c'est bien sûr, il y a la reconnaissance des citoyens. Mais au-delà de cette reconnaissance morale, il faut concrètement reconnaître le travail des travailleurs. Et là, ça passe notamment par les salaires. Et donc, de ce point de vue aussi, le plan de relance est totalement silencieux. C'est-à-dire que la vraie question aujourd'hui qu'il faut augmenter les salaires des travailleurs est totalement absente dans ce plan de relance. Voilà, je pense que vraiment, c'est autour de ces idées-là, à mon avis, qu'il faut un peu débattre. Et si je peux me permettre, peut-être 2 ou 3 éléments. Et si on prend un peu de recul par rapport à ces questions-là, ce qu'on constate dans l'économie mondiale depuis 2 ou 3 décennies, c'est une forte hausse des inégalités. Et là, il y a un consensus. Tout le monde, y compris les institutions internationales comme le Fonds monétaire international, comme la Banque mondiale, qui sont libérales, ils reconnaissent, ces institutions-là aussi reconnaissent qu'il y a une hausse des inégalités. Donc tout le monde, y compris les libéraux, reconnaissent qu'il faut réduire les inégalités. Sauf que lorsqu'on regarde un peu les solutions, bon, il y a certains libéraux, je pense que par exemple la fameuse théorie du ruissellement qui guide l'action de ce gouvernement, c'est que les inégalités, ce n'est pas une mauvaise chose, au moins pendant un certain temps. Parce que si on prend soin des riches, ça va améliorer aussi la situation des pauvres. C'est un peu paradoxal, mais il y en a quand même qui soutiennent cette idée. Mais au-delà de ça, en dehors de ces minorités en quelque sorte, il y a un consensus sur le fait qu'il faut réduire les inégalités. Et là, en dernière analyse, il y a 2 visions différentes. Bon, il y a une vision qui dit qu'on peut réduire les inégalités en laissant pour l'instant les choses comme elles sont, et après on intervient, après on augmente l'impôt sur les riches. Voilà, c'est un peu ça. Bon, je ne suis pas opposé à la hausse des impôts sur les riches. Au contraire, je défends qu'il faut augmenter effectivement l'impôt sur le revenu et notamment sur les plus hauts revenus. Mais je pense que ça ne suffit pas, parce que ça ne règle pas le problème fondamental qu'on a, c'est-à-dire le mauvais fonctionnement, le fonctionnement de ce système capitaliste dont il faut sortir. Donc je pense que la meilleure solution pour répondre à ce problème, c'est d'intervenir en amont, c'est-à-dire de dire qu'il faut augmenter le revenu du travail. Alors que pendant ces 2 ou 3 dernières décennies, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont augmenté le revenu du capital. Si on prend le plan de relance, ils sont toujours dans cette problématique. C'est-à-dire qu'ils vont réduire l'impôt sur les entreprises, soi-disant parce que ça va permettre d'améliorer la compétitivité des entreprises, ça va permettre de créer des emplois. Or, ça fait plusieurs décennies que cette politique est mise en place. D'ailleurs, n'oublions pas que ce plan de relance, c'est une reprise de la Pacte pour l'emploi et la croissance qui a donné entre autres lieu au fameux CICE. Et l'architecte de ce pacte a été aussi M. Macron. C'était sous présidence de Hollande. À l'époque, il était conseiller du président de la République. Voilà, donc il y a une cohérence. Et dans cette politique libérale, disons cohérence, il y a une continuité dans cette politique libérale. Et donc, ils sont toujours dans cette problématique-là. Alors que si on veut résoudre le problème, donc il faut réduire
les revenus du capital et en revanche augmenter les revenus du travail. Donc, voilà. Donc à ce moment-là, se pose une question qui est à mon avis vraiment fondamentale, ça rejoint totalement ce que disait Malika, c'est le critère, ça devrait être l'utilité sociale du travail accompli. C'est-à-dire qu'on regarde dans la société quels types de travaux sont utiles pour la société. À ce moment-là, on reconnaît, pas de façon morale, pas de façon éthique, mais de façon concrète, par les salaires, donc ces travaux utiles. Et donc là, il y a vraiment, à mon avis, 3 points peut-être qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc le premier point, c'est que lorsqu'on regarde le travail au sens large, aujourd'hui, vous avez des gens qui travaillent, par exemple, à la bourse, dans les institutions financières. Bon, la théorie libérale nous dit que la bourse est une bonne chose. Si, par exemple, vous avez une hausse des valeurs boursières, ça permet d'améliorer la situation économique. C'est un peu ce que dit ce gouvernement. Bon, moi, je prétends que c'est totalement erroné. Je pense que la croissance financière est un élément de crise, pas seulement sanitaire, parce qu'avant la crise sanitaire, il y a eu déjà en 2008 une crise financière économique très forte, et pratiquement tous les économistes de tous bords, prévoyaient une nouvelle crise financière à l'horizon de 2020. Donc, là, même si on n'avait pas cette crise sanitaire, on aurait eu une crise financière à cause des politiques libérales qui ont été mises en place après la crise de 2008. Sauf que la crise sanitaire a accéléré et accentué cette crise donc, que tout le monde voyait donc, venir. Bon, voilà. Donc, penser que les gens qui travaillent à la bourse, il faut augmenter leurs revenus parce qu'ils travaillent, à mon avis, non. Je prétends que le travail des financiers est nuisible à l'économie. Donc, hors de question d'augmenter, par exemple, les revenus des financiers, les gens qui travaillent à la bourse. N'oublions pas qu'il y en a qui travaillent dans des banques d'affaires et après qui ont pris des responsabilités politiques importantes. Donc voilà, donc l'utilité sociale du travail accompli. Deuxième niveau, maintenant, nous sommes dans une entreprise, je prends parce que je vais citer cet exemple exprès, une entreprise qui fait du travail utile pour la société. Donc ce n'est pas la bourse, donc ça répond aux besoins de la société. Je prends une entreprise comme Renault. Est-ce que tous les gens qui travaillent, bon, bien sûr, on peut dire que l'entreprise est une entité sociale, et à ce moment-là, les gens qui travaillent dans cette entreprise répondent à des besoins qui s'expriment dans la société. Donc, est-ce qu'il faut augmenter le salaire de tous les gens qui travaillent chez Renault? Je prétends que non. Je prétends que là, il y a aussi quelque chose à revoir. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, par exemple, que autant il est indispensable d'augmenter les salaires, par exemple, des ouvriers, les salaires des employés, autant il faut revoir aussi les rémunérations des dirigeants de ces entreprises. J'ai pris exprès cet exemple parce que M. Gong, qui était avant directeur général donc, de Renault, PDG de Renault, il gagnait en moyenne quelque chose comme 13 millions d'euros par an. Salaire fixe et surtout prime et rémunération aléatoire. 13 millions, ça fait 400 SMIC par an. Donc si on ramenait le salaire de ce monsieur à un niveau raisonnable, qui à mon avis ça peut être 4, 5, 6 fois le SMIC, à ce moment-là, on aurait pu financer donc 400 SMIC par an au sein de cette entreprise. Autrement dit, on aurait pu créer 400 emplois payés au SMIC au sein de cette entreprise. Voilà. Donc il s'agit aussi de revoir le salaire des dirigeants d'entreprise. Voilà. Je prétends qu'il n'est pas raisonnable que, par exemple, les salaires, les 400 que je disais, c'est le salaire moyen des entreprises de CAC 40. 13 millions, ça fait à peu près 1200 SMIC. Et donc en 2016-2017, je pense, le salaire moyen des dirigeants des entreprises du CAC 40, les 40 sociétés les plus importantes à la Bourse de Paris, c'était de l'ordre de 5 millions. Et 5 millions, ça fait 400 donc, SMIC par an. Gond, c'était 13 millions, ça fait 1200 SMIC par an. Par exemple, la première société, son directeur général gagnait 23 millions. Oui, donc ça fait combien? Vous faites le calcul, ça fait plus de 2000 SMIC. Voilà, donc c'est totalement inadmissible qu'on soit devant cette situation. Donc deuxième élément, il faut limiter le salaire, les hauts salaires. Bon, je vais être un peu provocateur. Je dirais que de la même manière que nous défendons à juste titre
un salaire minimum, peut-être il est temps d'ouvrir le débat sur un salaire maximum. Voilà, je sais que je suis un peu provocateur, mais je pense que c'est vraiment le moment de poser cette question. Et donc là, le dernier point, c'est effectivement la hausse de salaire selon effectivement la vraie utilité sociale. Et donc c'est là qu'on a vraiment besoin, en quelque sorte, d'un nouveau contrat social, en quelque sorte. Il faut revoir de façon collective quelles sont les utilités des travaux. Et à ce moment-là, on va sortir, disons, on va ouvrir des perspectives pour sortir de cette crise. Donc, vraiment, pour la conclusion résumée, c'est que cette crise montre que le libéralisme est néfaste. Et donc, il faut sortir du capitalisme. Et pour cela, on a besoin, dans un premier temps, donc, de reconnaître, donc, voilà, concrètement, par les salaires, le travail socialement utile pour la société. Bon, je ferme une parenthèse pour fermer, c'est que ces propositions, en même temps, nous permettent de répondre à une question de nos adversaires. Parce que parfois, on dit, vous avez peut-être raison, mais on ne peut pas financer. On ne peut pas financer la hausse des salaires. Je prétends qu'avec ces propositions que nous faisons, avec d'autres propositions que fait le Parti communiste, que fait par exemple la CGT, il est possible aussi d'augmenter les salaires lorsqu'on réduit par exemple le salaire des dirigeants, lorsqu'on réduit les revenus du capital et évidemment lorsqu'on augmente les impôts sur les hauts revenus. Merci beaucoup Nasser Mansouri. Stéphane Peu, justement, revaloriser les bas salaires, ça passe aussi par la revalorisation du SMIC, le salaire minimum. Vous avez déposé une proposition de loi en ce sens, une proposition qui crée aussi un véritable nouveau Grenelle des salaires, comme vous l'appeliez. Pourquoi revaloriser le salaire plancher et comment fonctionnerait un nouveau Grenelle des salaires? Alors, j'ai déposé une proposition de loi avec les autres membres de mon groupe en juillet. Et j'en avais déjà déposé une, un peu semblable, sur l'augmentation du SMIC qui partait, alors ça va rejoindre en tout point ce que tu viens de dire, mais qui partait de la fin du CICE, qui avait été mis en place en 2013-2014, et qui sur 6 ans a coûté 110 milliards d'euros d'argent public. Et on avait des études qui provenaient de France Stratégie, qui est adossée à Matignon, donc qui n'était pas la CGT, hein, ou les économistes atterrés. Enfin, c'était Matignon qui nous faisait une étude qui disait que finalement, ça n'avait pas créé d'emplois, ça n'avait pas beaucoup été investi dans la recherche et le développement, ça n'avait pas non plus mener une politique salariale, enfin aider à mener une politique salariale dynamique. Et donc finalement, il justifiait ces 110 milliards en disant que ça a permis de maintenir des entreprises en activité, ce qui était pas exact, ça a surtout servi à renforcer considérablement les dividendes et les écarts entre la rémunération du capital et la rémunération du travail. Si on ajoute à ça le fait que l'essentiel des 110 milliards de CICE ont été utilisés par les grandes entreprises et qu'elles ont bénéficié marginalement au tissu des PME et des très petites entreprises, on voyait que ça avait été, comme on l'avait dénoncé depuis le début, un immense cadeau fait au patronat. On se souvient tous de Gattaz sur le perron de l'Élysée avec François Hollande, avec son pins 1 million d'emplois quand le CICE a été lancé. Enfin, si on remet la photo de Gattaz avec 1 million d'emplois, on se dit... Et donc la première remarque, c'était de dire, mais on ne peut pas, et elle s'applique au plan de relance qui nous a été annoncé il y a quelques jours, on ne peut pas donner de l'argent public sans le contrôler. Enfin, c'est le B à bas de toute dépense publique. Quand vous avez été élu local, si vous donnez 200 € de subvention à une association, vous lui demandez un bilan d'activité à la fin de l'année sur l'utilisation de ces 200 €. C'est le b.a.-ba de l'utilisation de l'argent public. Eh bien, c'est valable dans tous les domaines, et c'est valable sur les prestations sociales. Par exemple, on nous bassine sur les fraudes
aux allocations familiales ou aux APL, ce qui peut être un sujet, je ne dis pas qu'il ne faut pas le traiter, mais on est beaucoup dans le contrôle de ce point de vue-là. Mais alors par contre, quand il s'agit de l'argent qui est versé aux entreprises, c'est open bar et sans contrôle et sans exigence. Et donc c'est à partir de ce bilan-là qu'on a déposé une proposition de loi en disant prenons acte de ce bilan négatif qui est objectivé par tout le monde et faisons autrement, puisque tout le monde reconnaît, comme tu l'as dit, que les inégalités s'accroissent. Et j'avais eu l'occasion de dire à Édouard Philippe, moi je considère que le vrai baromètre sur la santé économique et sociale de ce pays n'est pas le niveau de chômage, n'est plus le niveau de chômage, mais c'est le niveau des inégalités. Parce qu'on peut faire baisser le chômage en multipliant les petits jobs, en multipliant l'ubérisation de la société, la précarisation du travail, et on aura facialement un chômage moins élevé, mais on aura socialement des inégalités accrues avec notamment l'explosion des travailleurs pauvres à un bout de la chaîne et l'explosion des dividendes et des très riches à l'autre bout de la chaîne. Et qu'une société, surtout dans un pays comme la France, qui a au fronton de ses édifices publics le mot d'égalité dans son triptyque liberté, égalité, fraternité, ne peut pas considérer que son pays progresse quand les inégalités progressent. Un pays, surtout un pays comme la France avec son histoire, qui voit les inégalités progresser, est une France qui régresse. Et ces politiques font régresser le pays. Ne font pas seulement souffrir des gens qui sont mal payés, qui travaillent difficilement, ce qui est en soi une cause juste, mais en plus, c'est une régression pour ce pays. Et Emmanuel Macron, je ne sais pas si vous faites attention, mais souvent dans ses discours, il dit « les Français ont des passions tristes ». C'est son mot. Mais quand Emmanuel Macron parle des passions tristes des Français, il pense surtout, puisque à chaque fois c'est en référence soit aux Gilets jaunes, soit... il pense surtout à la passion des Français pour l'égalité. Mais la passion des Français pour l'égalité, si on remonte au moins sur les 200 dernières années, ça a été une passion émancipatrice. C'est elle qui a porté les mouvements sociaux qui ont marqué les grandes avancées sociales de ce pays. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on est totalement à front renversé avec ce gouvernement qui, à mon avis, est le plus grave dans les mesures qu'il prend sur le plan économique et social que notre pays ait connu depuis ces 40 ans. Moi, je suis persuadé, sans être du tout dans les théories complotistes, ce n'est pas du tout mon genre, mais je suis persuadé que le mandat d'Emmanuel Macron, c'est le mandat d'accélérer la normalisation de la France au canon de la mondialisation libérale. Et que les gouvernements de droite précédents et de gauche convertis au libéralisme de 2012 à 2017 n'allaient pas assez vite, n'étaient pas assez audacieux, prenaient trop en compte les résistances des Français ou du corps social français. Et qu'en mettant Emmanuel Macron, ils allaient mettre un libéral décomplexé, entre guillemets, qui allait accélérer la mutation de la France et sa mise au pas des critères propres au libéralisme. Et donc c'est à ça que l'on se heurte. C'est pour ça que c'est extrêmement violent de constater la politique économique qui est posée et qu'il faut que nous, députés, parlementaires de gauche, et communistes en particulier, syndicalistes, associatifs et tout ça, on soit également audacieux, qu'on ne soit pas seulement sur la défensive. C'est en ce sens que je rejoins ce qui a été dit. Il faut que nous fassions des propositions. J'écoutais ce matin le débat qu'il y a en Allemagne, par exemple, sur la réduction du temps de travail, porté par un syndicat qu'on nous présente tous les matins comme le syndicalisme rêvé, raisonnable, réformiste et tout ça. Mais enfin, IG Metall, le syndicat allemand, ils sont sur les 32 heures. Certaines sections d'IG Metall sur les 30 heures de travail hebdomadaire. C'est un débat aujourd'hui très prégnant en Allemagne. Et nous, on doit ne pas lésiner sur l'audace. C'est la raison pour laquelle, je ne dis pas que c'est le summum de l'audace, hein, mais enfin, c'est la raison pour laquelle, avec cette proposition de loi sur le SMIC, on inversait
l'idée, c'était d'inverser un peu le paradigme, de ne pas être toujours en train d'essayer de défendre des acquis en étant sur la reculade, mais en essayant de dire, voilà une mesure à la fois de justice, parce qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui en France avec un SMIC, ou en tout cas difficilement. C'est une mesure de justice et c'est une mesure qui montre le chemin d'avenir d'une économie socialement plus juste et économiquement efficace. Et donc le SMIC, c'était une augmentation du SMIC sur 3 années, sachant que dans notre pays, le SMIC est souvent le déclencheur d'une revalorisation salariale au-dessus, c'est un peu la ligne de flottaison, et donc ça permet souvent dans les entreprises de pouvoir ouvrir des négociations sur l'ensemble de la grille salariale. Et puis, ça a été dit, mais on partait aussi d'un constat. Rendez-vous compte peut-être qu'il y a quelques anciens ou de gens qui se souviennent ou qui connaissent cette période, mais quand en 1968, le CNPF, l'ancêtre du MEDEF, vient aux négociations des accords de Grenelle, les négociateurs du CNPF ont pour mandat de ne pas aller en deçà d'une grille des salaires qui va de 1 à 20 dans l'entreprise. Mais le CNPF était prêt à signer dans les accords de Grenelle une échelle des salaires de 1 à 20. Aujourd'hui, on est à combien? On n'est même plus, un jour j'ai dit de 1 à 500, et on m'a repris, on n'est plus de 1 à 500, on est de 1 à 800, 1000 d'échelle de salaire, sur les salaires. Et si on prend en compte la question des dividendes, qui avec les mesures fiscales qu'a pris le gouvernement prend de plus en plus de place dans la rémunération du capital, on est sur des écarts encore plus grands. Et si on prend en compte les études de Piketty sur la part du patrimoine dans les inégalités, c'est-à-dire pas seulement les revenus, mais aussi le patrimoine immobilier notamment, alors là, on est dans des divergences considérables. Et donc, nous allons continuer de défendre cette proposition pour une augmentation du SMIC qui nous permette d'arriver sur 3 ans à 1 800 € net avec des augmentations ce qui n'est pas complètement délirant, surtout rapporté au coût de la vie. Je termine juste en disant que, parce que tu parlais tout à l'heure des primes qui ont été inégalement versées, mais ce gouvernement, dès qu'il est confronté à une forte résistance sociale ou à une forte émotion dans la société, comme c'était le cas au moment de la crise du Covid, il répond prime. Il a répondu aux gilets jaunes, prime. Il répond aux soignants, prime. Sauf que la prime, ce n'est pas le salaire. Et qu'il faut remettre le débat sur la question des salaires. Alors, bien sûr, il faut se battre pour que la prime qui a été promise soit versée à tout le monde, ce qui n'est pas le cas, notamment des intérimaires. Mais ça, c'est une bataille utile et normale. Mais il faut remettre, je partage totalement ce que tu disais, il faut remettre la question des salaires, du rééquilibrage entre la rémunération du capital et du travail comme à la fois une mesure de justice et une mesure d'efficacité. Je terminerai juste en disant, tous les économistes, qui ne sont pas soumis totalement à la fois aux dogmes et aux intérêts des libéraux, reconnaissent que dans le plan de relance, qui est très mal nommé, parce qu'il n'y a rien pour la relance effective. C'est-à-dire que même quand on discute, moi j'ai discuté avec la Chambre des métiers de la Seine-Saint-Denis et avec la Chambre de commerce, ils vous disent le problème dans une entreprise, c'est le carnet de commandes. S'il n'y a pas de carnet de commandes, vous pouvez toujours prendre toutes les mesures de la terre, ça ne fera pas fonctionner une entreprise. Donc la question, c'est bien la question de la demande, plus que la question de l'offre. Or, le plan de relance qui est proposé ne dit rien sur la question d'une politique de la demande. Alors on nous dit, oui, mais les Français ont profité du Covid pour faire 85 milliards d'épargne. Et donc, il y a
il y a une masse d'argent, il faut absolument la faire sortir des livrets, inciter les Français à dépenser. Mais parler des Français et des 85 milliards d'épargne comme ça, en masse, alors que l'on sait que la réalité sociale, c'est que la moitié des Français qui sont en dessous du salaire médian, par définition, n'ont pas ou peu d'épargne. C'est très marginal. Des fois, juste pour un accident de la vie, pour réparer la voiture si elle tombe en panne, ou la chaudière, tout ça. Mais enfin, il n'y a pas une épargne de consommation. Donc la question de la relance et de la question de la demande, c'est bien une question de salaire. Et pour que l'économie reparte, même dans les critères où elle fonctionne aujourd'hui, c'est en boostant la demande par une politique salariale offensive plutôt qu'en ayant une politique de l'offre qui n'aura en face d'elle rien du tout. Si on ajoute à ça que tous les enjeux de la transition énergétique qui pourraient être des grands plans d'investissement producteurs d'emplois sont peu pris en compte, on va dire, on ne va pas dire pas du tout parce que ce n'est pas tout à fait vrai, mais peu pris en compte, en tout cas pas du tout au niveau qu'il serait nécessaire et pour le climat, et pour l'économie, et pour l'emploi, on voit bien qu'on est sur un plan de relance qui vise juste à remettre de l'essence dans le moteur d'une économie capitaliste qui est extrêmement consommatrice de carburant. Merci Stéphane. Donc Malika, on l'a compris, à défaut de revaloriser l'ensemble des bas salaires, le Ségur de la santé a quand même débouché sur des augmentations de rémunération des soignants. Vous êtes concernée, vous êtes soignante dans un établissement public, mais finalement, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'une augmentation de rémunération, qu'elle soit sous forme de prime, d'augmentation de salaire, peu importe, est-ce que c'est suffisant pour remédier à tous les dysfonctionnements qui nuisent à vos conditions de travail? C'est une bataille ancienne, vous l'avez rappelé, les EHPAD se sont mobilisés beaucoup l'année dernière et il y a 2 ans. Finalement, à l'heure où on parle de deuxième vague, comment vous appréhendez les prochains mois sur l'ensemble de vos revendications? Donc, en ce qui concerne effectivement les salaires, bien sûr, il y a eu cet effet médiatique de 183 € d'augmentation des salaires, mais il faut quand même savoir que beaucoup de personnes dans le secteur des EHPAD ne vont pas la toucher. Hein. Ça déjà, c'est quand même inadmissible parce que vous le savez très bien, déjà dans ce secteur, on n'est pas du tout valorisé sur nos salaires. La prime grand âge qui est inégale, qui n'a pas été donnée à beaucoup de personnes, mais aussi la prime Covid, parce que la fameuse prime Covid qui a fait aussi son effet médiatique. Beaucoup d'entre elles qui ont travaillé n'ont pas eu cette prime parce que la preuve, vendredi, j'ai une collègue de travail, mais pas que dans mon établissement, d'un établissement voisin, on ne lui a pas octroyé la prime parce qu'elle n'a pas fait 210 heures. Elle a fait 208 heures, mais quand elle leur a dit « mais moi j'ai été dans les réunions d'information, dans les réunions de préparation », ah non, ça ne compte pas. Donc il y a vraiment une grande injustice. Donc aujourd'hui, les revalorisations des 183 €, certes, mais pour l'instant on ne les a pas, parce qu'ils ne sont pas arrivés dans nos salaires. Et en plus, ça sera réparti quand même en plusieurs fois. Ça ne sera pas 183 €, c'est 90 € qu'on aura en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Et il faudra attendre mars pour avoir 183 €. Mais pas tout le secteur du personnel, parce que là, maintenant, il y a des discussions, ça a été l'effet médiatique, mais maintenant, les discussions pour savoir qui les a, leur décret d'application n'est pas très clair, comme beaucoup de choses ne sont pas très claires, parce que bon, c'est quelque part aussi voulu. Je pense que c'est une volonté aussi du gouvernement un peu de nous embrouiller sur tout ce qui tombe aujourd'hui, qui nous met en difficulté déjà sur nos conditions de travail, mais aussi sur la question des salaires et de nos requalifications, parce qu'il faut savoir que vous avez beaucoup d'agents qui travaillent dans le secteur qui veulent devenir aides-soignantes, et vous vous souvenez qu'on nous a dit que 25% de moins d'inscriptions dans les écoles. Eh bien, elles demandent que ça. Elles demandent que ça. Les salariés des EHPAD ils veulent partir sur la démarche d'une formation aide-soignante. Aujourd'hui, on dit qu'il y a 25% de moins d'inscriptions. Eh bien, elles demandent ça. Elles le demandent d'aller à l'école. Elles sont tous les jours, j'ai des collègues qui me témoignent, on a envie d'aller à l'école, Malika, on a envie de la formation. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on les bloque. Ça, il faut le dire aussi. On les bloque, on leur offre des petits modules de formation pour un peu les calmer, mais qui ne donnent rien. C'est vrai, ils donnent peut-être une expertise, peut-être sur du savoir, bien sûr, pour relever les compétences, mais sur la
qualification, la reconnaissance du métier et qui, en conséquence, va augmenter leur salaire, là, c'est autre chose. Ça y est pas. Donc, il y a vraiment un gros problème. Il y a l'effet médiatique. Certes, 183 €, de toute façon, nous ce qu'on demande, c'est beaucoup plus. Hein. La CGT a bien dit qu'on voulait 300 au minimum de salaire, mais non de prime. C'est sur le salaire de base. Parce qu'on a besoin aussi d'avoir une rémunération confortable, mais aussi il faut penser aussi à nos retraites. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on a des salaires où on a un bon tiers de primes, donc nos retraites, demain, ça va être quand même assez précaire. Déjà, on a bien vu la population des retraites, il y a nombreux retraités qui sont précaires, hein, donc on les taxe. En plus, on a quand même une vision politique sur une réflexion plus tard, c'est de revoir la CSG, parce que vous savez bien, pour payer aussi la dépendance, la CSG, le gouvernement est sur une réflexion d'augmenter la CSG aux retraités pour financer la dépendance. Donc vraiment, la situation aujourd'hui, elle n'est pas du tout améliorée. Hein. Moi, je trouve qu'on régresse. Hein. D'ailleurs, les intervenants l'ont dit, on est vraiment en régression sociale et je m'inquiète. Franchement, je m'inquiète pour notre secteur et je m'inquiète aussi pour tout le secteur des activités professionnelles où on a beaucoup de précarisation, le taux de chômage qui augmente et particulièrement dans mon secteur, je vous dis, on a plus de 40% de contrats précaires. Et vous disiez aussi tout à l'heure, juste avant ce débat, que vos collègues et vous êtes fatigués en fait. Sortez d'une période... Oui. Ah, oui. On est très fatigué de tout, on est fatigué de nos conditions de travail, on est fatigué parce qu'on ne répond pas aux attentes de nos résidents. Parce qu'il ne faut pas penser qu'il n'y a que la toilette. Hein. La toilette, il y a l'accompagnement, il y a le soin relationnel. On a besoin de discuter avec eux, ils ont besoin d'être écoutés. Et tout ça, nous-mêmes, c'est pourquoi on souffre les soignants aussi, parce qu'on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire au quotidien. Quand vous avez 3 aides-soignants, même voire encore 3, chez moi, c'est 3 aides-soignantes pour 40 résidents, voire dans des établissements, c'est 2 aides-soignantes pour beaucoup plus de résidents. Bon, alors imaginez, et ensuite déjà, il y a cette mission qu'on ne peut pas accomplir, qui est notre cœur de métier, mais en plus, on est aussi en difficulté parce qu'on a aussi les résidents des fois qui nous en veulent parce qu'on ne répond pas aux attentes, ils peuvent pas, et on ne peut pas leur dire oui, on n'est pas en effectif, tout ça, on ne peut pas justifier parce que ce n'est pas notre rôle. Donc, il y a un clivage des fois qui se fait entre le soignant et le résident et des fois avec les familles. Les familles aussi, ils ne comprennent pas, ils disent quand elles sont dépassées par les événements, on est dépassé par les événements et qu'on ne peut pas répondre aux attentes des résidents et aux attentes des familles. Les familles pensent qu'on n'est pas bien, on n'est pas gentil. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est ce secteur. Des fois, on a nos mauvaises images, nous, les soignants, parce que ce n'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, c'est qu'on ne nous donne pas les moyens. Et là, j'exagère pas, je n'exagère pas. J'ai travaillé il n'y a pas très longtemps, j'étais sur le secteur. Je suis toujours sur le secteur parce que moi, je suis une personne qui est sur le terrain et je peux vous dire que c'est très difficile. Hein. Et on le vit très mal, les résidents le vivent très mal, les familles le vivent très mal. Hein. Et c'est vraiment un problème sociétal. Et je pense que dans l'avenir, on est en train de travailler sur un projet, le gouvernement est en train de travailler sur le projet Grand Âge et Autonomie. J'espère qu'il va associer le personnel soignant pour aussi être dans une démarche de réflexion et de dire un peu ce qui se passe. Et je ne veux pas dire que pas être négatif, mais je ne sais pas si vraiment cette nouvelle loi va améliorer nos conditions de travail et la prise en charge des personnes âgées par rapport à ce que moi j'ai en lecture sur des réflexions de trouver des financements sur ce secteur-là. Et l'hébergement, 3 000 à 4 000 € par mois. Voilà, c'est très bien de m'interpeller. C'est vrai, il y a tellement de choses. Effectivement, le tarif d'hébergement, rien que dans mon département, on est à 3 500 € en moyenne dans 92. Hein. Donc, c'est le plus gros tarif d'hébergement sur le territoire en France. Mais il faudra peut-être aussi souligner que vous avez les grosses boîtes du privé lucratif, du style Corian, PA, où en moyenne, les résidents financent 5 000 €
voire plus, de tarifs d'hébergement pour un service rendu quand même, excusez-moi, qui ne va pas tout leur investissement, tout leur argent, ces personnes âgées donnent, ça ne vaut pas le coup parce que moi je peux vous dire qu'aussi dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'actionnaires qui profitent justement de ce secteur, mais le problème c'est qu'ils ne répondent pas du tout aux soins de nos résidents aussi dans ce secteur. Très peu de personnes qualifiées dans ce secteur, très peu de personnel et des résidents vraiment avec un mode de vie un peu, excusez-moi, c'est peut-être un peu trop fort, mais un peu rationné. Je veux dire, par exemple, petit déjeuner, j'ai une collègue de travail qui est à Nantes qui m'a dit un résident souhaitait avoir une tartine supplémentaire, donc on lui a dit « ok, mais c'est pas elle ». On lui a dit 50 centimes en plus. Donc voilà, donc moi quand elle m'a dit ça, j'ai dit où on va, vous vous rendez compte le pays quand même, notre pays, la France, c'est un pays quand même où on s'est battu pour nos coquilles sociaux. C'était quand même un pays quand même qui comment vous expliquer, vraiment d'humanité. Et là, j'ai l'impression que toutes ces valeurs-là s'en vont. Merci. Merci à Mansouri, rapidement peut-être. On l'a vu, un des soucis qui a été évoqué par Malika et Stéphane, c'est que le gouvernement a préféré octroyer une prime plutôt que des augmentations plus pérennes de salaire. Alors c'est le cas du gouvernement, mais également de certaines directions privées, dont la grande distribution. Parmi à FedEx, par exemple, les salariés se sont mis en grève en juillet pour obtenir une prime aussi. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de miser plutôt sur une prime ponctuelle et voilà, qui ne permettra pas de cotiser pour les retraites pour les salariés notamment, plutôt qu'une augmentation pérenne de salaire? Mais effectivement, l'idée de prime, c'est totalement compatible avec le libéralisme. C'est ça. La prime, par définition, c'est aléatoire. Premièrement, et vous êtes à la merci de votre patron. Donc, le problème des inégalités se renforce aussi par les primes. Oui. Donc, ce dont on a besoin, c'est effectivement une hausse pérenne des salaires. Et comme tu le disais à juste titre. Et c'est là qu'on voit effectivement l'importance de la hausse du SMIC. C'est là aussi qu'on voit l'importance, à mon avis, de la hausse donc, du point d'indice dans la fonction publique, qui permet aussi de déterminer le salaire, pas les primes donc, des fonctionnaires. Mais je pense qu'il y a aussi, par rapport justement à cette question, quelque chose qu'il faut, à mon avis, vraiment, qui est vraiment essentiel. C'est la hausse des salaires devrait aussi nous permettre de mettre fin à l'inégalité des salaires entre femmes et hommes. Parce que la question de primes, la hausse des primes, ne permet pas de résoudre ce problème. Il faut savoir quand même que les femmes, pour le même emploi, en général, et sur le long terme, gagnent 25% de moins que les hommes. Et c'est inadmissible. C'est une inégalité inadmissible. Donc si on veut vraiment résoudre ces problèmes-là, effectivement, il faut passer par les salaires. Et là, il y a aussi, si on prend un peu les mécanismes économiques dans leur ensemble, la hausse des salaires, effectivement, est indispensable, y compris dans une perspective libérale. Parce que les libéraux parlent beaucoup de la confiance. Mais justement, si on veut relancer la demande, parce que la consommation des ménages, ça représente à peu près 60%, 55% de la machine économique en France. Et donc, si vous avez des salaires qui sont stables, à ce moment-là, vous avez plus de certitude par rapport à l'avenir. Et donc, vous allez pouvoir commencer. D'ailleurs, parce qu'on parle de 80 milliards d'épargne, effectivement, ce n'est pas la majorité des Français, c'est une petite partie de la population, mais en même temps, tout le monde, les gens qui parlent de ça, en même temps, disent, n'oubliez pas qu'il y a un problème d'épargne, de précaution. Ça veut dire qu'on voit que l'avenir n'est pas certain, et donc on met de l'argent lorsqu'on en a de côté pour cela. Donc la hausse des salaires et pas la hausse des primes, c'est la solution effectivement de robuster en quelque sorte l'économie et de créer une base solide sur laquelle on peut s'appuyer justement pour créer une demande. Et pour finir, vraiment un point, parce que je pense vraiment que c'est fondamental, entre autres, tout ce que dit Malika, à mon avis, il montre à quel point il est indispensable de développer les services publics, y compris pour répondre aux besoins de ce qu'on appelle le quatrième âge.
Parce que, contrairement à ce que parfois il y a une vision malthusienne, le fait que l'espérance de vie augmente, en soi, c'est une bonne chose. Mais à condition qu'on crée justement les requis pour que ça devienne un élément positif. Sinon, effectivement, le vrai enjeu, c'est est-ce qu'on est capable de créer les conditions d'une vie décente pour les gens qui vivent plus longtemps. Et je pense qu'on ne peut pas répondre à cette question avec une problématique privée. Si on reste dans la perspective privée, ça donne des exemples que tu cites, et malheureusement, ça va être encore plus loin. Qui peut aujourd'hui, concrètement, moi je le dis honnêtement, je pensais à mon cas, parce que je suis vieux maintenant, payer 4 000 € pour être hébergé dans un EHPAD, moi je ne pourrais pas le faire. Honnêtement, je ne pourrais pas. J'espère que je vais mourir parce que je ne veux pas que les frais tombent sur ma fille. Je le dis franchement. Voilà. Donc, on ne peut pas répondre à ces questions dans une perspective privée. Il faut une perspective publique. D'où l'importance du développement des services publics, y compris pour répondre aux besoins nouveaux qui émergent dans la société. Un point important qui a été mentionné à la fois par Malika et Nasser, c'est que parmi les travailleurs de l'ombre qui ont été déconfinés pendant la crise sanitaire, en fait, c'est une majorité de femmes. Donc, vous parliez de 80% en EHPAD, mais on peut penser aussi aux agents de nettoyage qui sont en majorité des femmes, assistantes maternelles, aides à domicile, même les vendeuses en magasin. Donc voilà, ça a été assez flagrant pendant le confinement. D'où ma question, Stéphane Peu. Est-ce que revaloriser le travail de ces premiers de corvée ne revient pas finalement à revaloriser les métiers à prédominance féminine qui sont peut-être considérés encore moins bien que les métiers à prédominance masculine? Et comment on fait pour mettre en place du coup comment on fait pour rééquilibrer les métiers à prédominance féminine et masculine pour éviter que, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'il y ait des inégalités de genre qui s'ajoutent aux inégalités entre les plus pauvres et les plus riches? Oui, alors, j'ai envie de dire, il y a majoritairement les femmes et majoritairement les quartiers populaires. Parce que moi, je suis député de la Seine-Saint-Denis. Le paradoxe, en apparence, le paradoxe, c'est que c'est le département qui a connu pendant la crise du Covid le plus fort taux d'augmentation de la mortalité, devant l'Alsace, et c'est le département le plus jeune de France. Et donc on pourrait y voir un paradoxe qu'une maladie dont on disait qu'elle touchait surtout les personnes âgées, elle a fait, là où elle a fait le plus de dégâts en France, c'est dans le département le plus jeune. Et donc c'est bien, si on essaye de comprendre pourquoi, c'est bien parce que dans ce département majoritairement habité par des catégories populaires, les gens ils sont allés travailler. Alors les femmes, mais aussi les jeunes des quartiers populaires, les livreurs, ceux qui étaient sur les plateformes logistiques, les chauffeurs routiers, enfin bon, voilà. Et ça me tient à cœur d'abord parce que ça me révolte. En plus, la première caissière de grands magasins à être décédée du Covid, c'était une caissière du carrefour de Saint-Denis, qui s'appelait Aïcha, qui est décédée chez elle. Parce que on en parlait tout à l'heure avant le débat, on nous a menti sur les chiffres également, en nous parlant uniquement des morts à l'hôpital. Après, ils ont consenti à donner les morts dans les EHPAD, plus tard, mais jamais les morts à la maison. Et moi, tous les gens que je connais qui sont décédés du Covid et qui étaient dans des métiers difficiles, il y a un vigile de Gare au Nord, la caissière de Carrefour, un gars qui travaillait aux entrepôts de Carrefour de Saint-Denis, il y en a eu 2 au Carrefour de Saint-Denis, qui sont décédés, ils sont tous décédés chez eux. Ils ne sont pas décédés à l'hôpital. Ils sont décédés chez eux parce que... voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, mais ils sont décédés à la maison. Et quand, aujourd'hui, depuis la rentrée, là, depuis cet été, on nous bassine matin et soir sur l'ensauvagement de la société pour décrire une montée des phénomènes de violence et d'insécurité,
on ne veut pas décrire un problème de violence et d'insécurité. À travers tout ce débat sur l'ensauvagement, ce mot absolument horrible, c'est d'ailleurs paradoxal que ce soit les libéraux, qui sont les tenants de la loi de la jungle, qui se plaignent le plus de l'ensauvagement, qui est quand même la règle dans la jungle qu'ils nous proposent comme type de société. Mais indépendamment de ça, je pense que le but, c'est que l'empathie des Français, qui s'est d'abord manifestée par un soutien très majoritaire des Français au mouvement des Gilets jaunes, jusqu'au bout, 60, 65, 66%. Puis la grande empathie des Français, le grand soutien vis-à-vis des premiers, ce qu'on a baptisé les premiers de corvée, est un problème qu'il faut fissurer, casser. Et ce débat sur l'ensauvagement, de mon point de vue, il est surtout motivé par le fait de créer des biais, de fissurer la solidarité des catégories populaires. Et donc, je dis ça parce que il faut absolument remettre dans le débat public la question de la reconnaissance par l'utilité sociale, parce qu'on s'est rendu compte que notre pays a tenu pendant cette période de confinement par les gens qui étaient absolument nécessaires pour que le pays tienne debout, qui n'étaient ni les traders, ni toute une série de personnes dont on nous vante matin, midi et soir les grands mérites, mais ce sont toutes les petites mains qui sont des soignants, qui font vivre le pays, qui le font tenir debout. Tous ces, pour l'essentiel, ces invisibles, mais qui faisaient tenir le pays debout. Et un de nos combats, c'est de rendre visible et de faire valoir la reconnaissance de ces personnes. Et la reconnaissance, elle passe, je suis désolé d'y revenir, elle passe par deux choses, au moins immédiates. C'est la question du salaire, et pas des primes. Et je suis désolé, c'est pas un débat anecdotique, c'est un débat extrêmement important. Je ne reviens pas sur ce que tu as dit à l'instant, sur la question des salaires et sur la question des contrats de travail. Et s'agissant des femmes, non seulement les femmes, elles étaient majoritairement au front, mais elles étaient majoritairement au front avec des boulots qui sont la plupart du temps des boulots précaires, des contrats de travail faibles ou inexistants et des salaires inférieurs à la moyenne. Donc, on voit bien que les trois leviers, c'est la question du statut, de la lutte contre la précarisation. Moi, le premier acte de Carrefour, quand il y a eu l'annonce sur les primes, Carrefour a dit, en Seine-Saint-Denis, je ne sais pas si c'est valable partout ailleurs, sur les magasins de la Seine-Saint-Denis, c'est des primes à 1 000 € pour les plein temps. Il n'y a plus de plein temps à Carrefour. C'est-à-dire que quand vous êtes une femme, parce que c'est majoritairement des femmes qui veulent se faire embaucher à Carrefour, c'est des contrats de 24 heures. C'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle vous avez beaucoup de familles monoparentales qui font 2 heures le matin, 2 heures le soir, pour s'adapter au flux dans le magasin. Donc forcément, quand vous dites on va faire la prime pour ceux qui ont des contrats pleins, ça veut dire que personne ne l'aura ou très peu. Et donc toutes les caissières qui étaient à 24 heures, qui est le standard du contrat de travail chez Carrefour, ont eu des quarts de prime ou des tiers de prime au lieu d'avoir la prime complète. Donc on voit bien que lutter contre la précarisation du travail, pour l'égalité salariale, la revalorisation des salaires, c'est aussi par là que passe la remise à égalité dans le travail des hommes et des femmes. Okay. Bon, il nous reste à peine 2 minutes, donc malheureusement, du fait du Covid, on ne va pas pouvoir prendre des questions du public pour ne pas faire circuler un métro, mais on vous remercie beaucoup, un micro. Un micro. Mais merci d'être venu et merci à vous d'être intervenu et pour vos témoignages et vos analyses.
Donc c'est un sujet qu'on a beaucoup traité sur tous nos supports à l'Humanité, tant dans le journal que sur le site web. Donc si c'est des thématiques qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous suivre. Et par ailleurs, il y aura d'autres débats ici aujourd'hui que vous pourrez retrouver en direct et sur le site de la fête. Donc je rappelle l'adresse, c'est fête.humanité.fr. Donc n'hésitez pas à vous y rendre pour plus de débats, notamment cet après-midi à 13h, un débat sur MeToo et la suite de la mobilisation féministe. Donc merci à tous d'être venus, merci à ceux qui nous ont regardés en direct et très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Merci.